Bienvenue à toutes et à tous. En tout cas, comme à chaque fois qu'on reçoit un invité, je reprécise, je remercie les gens qui follow, qui s'abonnent, les gens qui sont là, qui sont présents, même ceux qui disent rien, ceux qui posent des questions aussi, tout le monde. Mais je vais couper les alertes pour pas interrompre l'invité, qui ce soir est Wilfried Lupano. Alors j'espère que vous connaissez son travail, qui est scénariste de BD. Je suis assez content de le recevoir parce que je suis un peu fan, notamment des Vieux Fourneaux, pour ceux qui connaîtraient pas, mais j'imagine qu'il y en a quand même qui connaissent ici. Les Vieux Fourneaux, on va en parler, bien évidemment. Communard aussi, on en a déjà parlé sur ce live que j'ai aussi ici. Ce n'est pas un stream sponsorisé, mais je suis content de faire de la pub, comme à chaque fois. Ça me pose pas de problème. Et je l'ai pas encore lu, parce que je l'ai eu hier, je voulais l'avoir lu ce soir, mais je l'ai lu que hier. Sa dernière BD, Blanc autour, on va parler un petit peu de tout ça. Et puis de pas mal d'autres choses. Je coupe la musique et je vais voir si Wilfried est là. Est-ce que tu m'entends, Wilfried? Est-ce que tout est bon pour toi? Tout est bon, je crois. Ok, très bien. Eh bien, tu es à l'antenne avec nous, donc bonsoir à toi. Salut. Merci de nous accorder un petit peu de temps et venir nous parler un petit peu de tout ça. J'ai quelques questions à te poser et on pourra dériver sur un petit peu ce que tu veux. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça se passe bien pour toi en cette période difficile? Bon, écoute, pas mal. Franchement, les auteurs, c'est pas les, tu vois, c'est pas le pire, hein. Nous, on est confinés à l'année, hein. De toute façon, on est chez nous, on Oui. boit Oui, vous êtes dans votre grotte de toute façon. notre grotte, ça change pas grand-chose, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors bon, donc merci d'être avec nous ce soir. J'ai quelques petites questions à te poser sur différents trucs. Mais avant de venir un petit peu justement à tes BD dans le détail, je venais de dire juste avant que Alors je t'ai connu par Communard, mais alors je suis extrêmement fan des Vieux Fourneaux. J'ai même des petites figurines des Vieux Fourneaux, figure-toi. J'ai Ouais, réussi à trouver ça. Enfin, on me moi aussi. l'a... Tu les as aussi? Bah, ah oui, voilà. Très bien. J'ai eu la chance qu'une copine libraire me trouve ces petites merveilles. Mais du coup, est-ce que tu peux très rapidement te présenter? Est-ce que ton travail, ce que tu fais dans la vie, etc. Ben, je peux me présenter, ouais. Donc, j'ai 49 ans, 50 ans à la fin de l'année. J'habite à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, je fais de la bande dessinée depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc j'ai commencé assez tard, tu vois, j'avais 28 ans, un truc comme ça quand j'ai commencé. Voilà, j'ai dû faire 60 et quelques albums au compteur. Et, euh, et je dirais que si j'ai une particularité en tant qu'auteur, c'est d'essayer de faire systématiquement des trucs que j'ai pas déjà fait et d'essayer d'aller dans des registres dans lesquels je suis pas allé. Et bref, d'essayer d'explorer le plus possible ce média formidable qu'est la bande dessinée. Voilà. Et tu dis que tu as commencé tard, tu te destinais pas à ça à la base? C'est quelque chose qui t'est venu sur le tard ou c'est juste le temps normal d'en arriver à vivre de ton Non, métier? c'est vraiment, je me destinais pas à grand chose moi en fait. Euh, c'est plus des rencontres fortuites qui m'ont amené à faire mes premiers scénarios de bande dessinée. À l'époque, je travaillais la nuit dans les bars et les boîtes de nuit et les endroits comme ça interlopent. Voilà, j'ai rencontré des gars qui étaient doués, qui faisaient de la bande dessinée, mais en tant que dessinateur. Ils m'ont proposé de les aider sur un premier scénario, je l'ai fait, et puis ensuite, ça a été un enchaînement catastrophique. Voilà la pente fatale de... La pente vers voilà. Non, ça m'a plu tout de suite. En fait, j'ai trouvé ça très réjouissant à faire, et d'autant plus qu'effectivement, j'avais un autre métier à côté. Que donc, en fait, moi, quand j'ai commencé dans la bande dessinée, je me posais pas du tout de questions de mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir en vivre ou pas en vivre, etc. C'était pas du tout ma problématique. Je n'avais pas besoin de ça pour vivre. Je faisais autre chose à côté. Et en même temps, c'était le donc, si tu as suivi, c'était au tournant des années 2000 et c'est vraiment un moment de foisonnement incroyable de la bande dessinée où il s'est mis à se passer plein de trucs dans la BD.
Et donc, c'était chouette de faire partie de cette caravane-là, quoi. Il y avait plein de choses à faire, d'expériences à faire. Voilà. Parce que j'ai vu que en plus, j'ai un peu regardé ce que tu citais comme influence, et t'as pas que des influences BD. Déjà, t'as fait philo, toi, apparemment, et tu cites, ça m'a fait très plaisir, tu cites les frères Cohen comme influence. C'est vraiment comment dire, un truc que t'avais pas forcément envisagé de faire BD, mais que tu as des références spécifiques en BD, où t'es justement, on va y venir aussi, clairement influencé par des engagements aussi, Ben, j'ai des références en BD, mais il m'a semblé plus sain, justement, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, il m'a semblé plus sain d'aller chercher mes inspirations ailleurs que dans la bande dessinée pour éviter un truc trop consanguin, quoi. Et, euh, et la bande dessinée, c'est vraiment un, un truc, c'est un socle de mon enfance, etc. Mais par contre, c'est pas du tout ma seule source de culture. Enfin, j'ai été aussi autant passionné par la littérature, le cinéma, des choses comme ça. Donc, en fait, tout naturellement, il y a tout ça qui ressort. Et quand on commence à se poser des questions de narration, de construction de scénario, de construction de personnages, des choses comme ça, on voit pas vraiment de raison de se cantonner à la bande dessinée parce que finalement, il y a un moment donné où un scénario, ça pourrait devenir absolument n'importe quoi, une pièce de théâtre, un jeu vidéo, un roman. Il y a un moment donné où on est vraiment dans la construction d'une histoire et des trajectoires de personnages, des enjeux, des oppositions, tout ça. Et là, tu vas chercher chez les gens qui t'ont impressionné, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai cité fréquemment, voilà, les frères Cohen, Dostoïevski, pas mal d'auteurs comme ça. Et en bande dessinée, Greg, Goscinny, voilà, c'est assez varié. Et il y a un élément enfin, qu'on retrouve quand même pas mal. Je te dis, moi, je t'ai connu par Communard, donc t'es un des seuls à avoir fait des choses sur la commune. Et tu as fait quand même pas mal t'as souvent recours à des éléments historiques. Et je t'ai vu en parler concernant donc ta dernière là, donc Blanc autour, que Ouais. j'ai pas eu le temps de lire, mais si on peut pitcher en quelques secondes, c'est basé sur un événement bien réel aux États-Unis d'une école de jeunes filles qui s'est mise à accueillir des jeunes filles noires Ouais. à une époque. Et tu disais que Non mixité. en mixité du coup, et que tu disais que ce que tu cherchais dans les éléments historiques, c'était justement comment dire, pouvoir les déplier pour parler d'enjeux qui sont toujours actuels et ce genre de choses. Ouais, ouais, c'est ça, ça m'arrive assez souvent. Je considère même que c'est un peu mon super pouvoir, si j'en ai un en bande dessinée, enfin, pas en bande dessinée, mais en narration, quoi, en storytelling, c'est d'arriver des fois comme ça au détour d'un mini-texte ou d'un article de presse ou des choses comme ça, à tomber sur parfois une ligne, un entrefilet ou quelque chose qui est résumé en deux phrases et de me dire, mais attends, mais là, il y a un truc énorme. Et de commencer à m'y intéresser, à chercher d'autres documentations sur ce truc qu'on vient de me présenter en deux lignes et, euh, et de me rendre compte effectivement que, ouais, en gros, si tu déplies cet événement historique ou ce fait historique, tu, tu, tu arrives à y voir des choses hyper intéressantes en termes d'enjeux contemporains, en termes de miroir de notre époque, etc. Voilà, et parce que moi, l'histoire, elle m'intéresse que dans ce cadre-là, quoi. Je fais des bouquins historiques que si ça dit quelque chose sur aujourd'hui et même si possible sur demain. Si c'est juste pour parler du passé, en général, ça va passionner que des historiens, quoi, tu vois. Et moi, je ne suis pas historien. Enfin, j'adore Ouais. l'histoire, ça me passionne et tout, mais je ne suis pas historien. Donc, Et à partir de là, au niveau, on va dire, méthodo, tu fais énormément de recherches là-dessus, ou justement, tu te dis, je vais fictionnaliser tout ça à fond, ah non, non, je suis un flippé du syndrome de l'imposture absolue. Donc, en fait, en général, même pour écrire des scénarios très, très cons,
tordu, comique, etc., si j'aborde un sujet, je me sens obligé de tout connaître sur le sujet, enfin le plus possible en tout cas, pour en parler, parce que j'ai très peur de dire des âneries. La peur n'exclut pas d'en dire, hein. J'en dis régulièrement, des spécialistes me le font remarquer avec plus ou moins de gentillesse par la suite. Mais on va dire, c'est quasiment inévitable. Et puis c'est pas forcément des âneries, c'est parfois juste aussi des points de désaccord. Mais en tout cas, ouais, je passe par une grosse phase de doc, voilà, qui peut me prendre vachement de temps en fonction du sujet. Et c'est une grosse partie de mon boulot, ouais, de me documenter. Même pour faire un album des vieux fourneaux, des choses comme ça, tu vois, si je me... là, bon, je peux te donner l'exemple de celui, le dernier qui est sorti, qui se passe en Guyane, qui passe Oui, de l'extraction minière, notamment. Euh, Il n'y a pas énormément de pages extrêmement techniques, parce que c'est avant tout une aventure comique, etc. Il n'y a pas énormément de pages extrêmement techniques avec des données précises, etc. dans l'album. Mais pour faire ça, moi, je me sens obligé de tout connaître sur l'extraction minière en Guyane, tu vois. oui, Donc, oui. Bah, d'autant qu'en plus, pour l'avoir lu, t'as un avis en plus sur la question. Enfin, là, c'est pas juste documentaire, c'est quand même, il y a un aspect très militant dans ce que t'en dis. ouais, mais qui vient de la documentation. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ce genre de choses, c'est-à-dire en me documentant véritablement auprès des spécialistes et pas uniquement auprès d'une certaine presse généraliste, etc., euh, tu finis par te faire un avis sur la question, quoi. Et c'est cet avis-là que je veux partager. Voilà. Et dans le cas de Blanc Autour, du coup, puisqu'on était dessus, c'est quoi qui t'a motivé dans j'allais dire, c'est un événement anecdotique entre guillemets, dans le sens où c'est pas un événement très très connu et c'est très situé historiquement. Qu'est-ce qui t'a motivé avec, c'est Stéphane Fer, c'est ça le dessinateur, c'est comme ça qu'on le prononce, à faire cette histoire, surtout maintenant, quoi, parce que donc enfin, je vois bien comment il peut y avoir des enjeux d'actualité autour de ça. Bah, précisément, le fait que ce n'était pas connu. Parce qu'en fait, quand moi j'ai découvert cet événement, ça m'a étonné que ça ne soit pas beaucoup plus connu. Et comme il y a quelques années, j'avais fait un bouquin qui s'appelait Le singe de Hartlepool pareil, un fait historique euh, qui s'est passé en Angleterre où des mecs ont pris un singe pour un Français et l'ont pendu. Et tu te rends compte qu'en fait, l'histoire n'est pas du tout connue en France, alors qu'elle est archi connue en Angleterre, etc. Et, euh, et là, j'ai eu un peu la même sensation quand j'ai découvert cette histoire de l'école Prudence Crandall, qui était qu'en fait, ce fait était quasiment passé sous les radars de l'histoire et de la grande histoire, etc., alors même qu'il contient une foule de trucs hyper intéressants, euh, surtout aujourd'hui. Voilà. Et, euh, et voilà, je suis tombé dessus complètement par hasard, il y a plusieurs années, hein, il y a vraiment des années de ça. Je suis tombé sur ce fait complètement par hasard et, et je m'y suis intéressé en bossant sur un autre sujet, en fait, qui était l'opposition entre deux abolitionnistes de cette époque-là. Ça se passe en 1832, donc c'est 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, hein, c'est longtemps avant, c'est les premiers militants abolitionnistes, tu vois, à un moment donné où personne n'est d'accord avec eux. Hein, c'est vraiment, faut vraiment être un putain d'avant-gardiste, tu Ouais, vois. c'est quasiment des ennemis de la nation, quoi. Tu vois, tu es vraiment chez les premiers. Et, euh, et donc, il y a deux mecs qui se sont opposés à une époque sur la méthode. Et en gros, je te la fais courte, mais il y en a un blanc. Il y a un mec blanc qui s'appelle William Lloyd Garrison, qui a monté un journal qui s'appelle Le Libérateur, qui était un furieux de l'abolitionnisme, mais vraiment un furieux, mais légaliste. C'est-à-dire qu'il voulait changer les mentalités des Américains pour arriver à changer la loi. Et versus Frédéric Douglass, qui était un esclave affranchi, donc noir, et qui s'était éduqué tout seul, etc., et qui, lui, était persuadé que si les Noirs voulaient leur liberté, un jour ou l'autre, il faudra qu'ils la prennent.
Et donc, en fait, ils étaient d'accord pour le but, mais pas sur la méthode. Et ils avaient vachement de respect l'un pour l'autre, mais ils étaient quasiment irréconciliables. Voilà. J'ai commencé à travailler sur ces deux mecs-là. Je comptais faire un projet sur eux pour justement essayer de montrer un petit peu tout ce que c'est, tous les enjeux autour de l'abolitionnisme à cette époque-là, qui est assez vaste, hein, parce qu'en plus, par exemple, tous les premiers, ça on le sait assez peu en Europe, mais tous les premiers mouvements abolitionnistes américains sont en réalité ultra racistes. Hein. On veut abolir l'esclavage enfin, c'est la remigration, quoi, si tu veux. Tu vois, on a fait une connerie avec l'esclavage, il faut se débarrasser de tout ça, il faut remettre tous les Noirs dans des bateaux et les renvoyer de là où on les a pris. On fait plouf plouf et on recommence, quoi. C'était un peu ça le délire des premiers abolitionnistes. Voilà. En fait, c'est en bossant sur ce projet que je suis tombé sur cette école, puisque l'un comme l'autre, ils l'ont soutenu. Ils ont soutenu le projet, soit physiquement, ils s'y sont rendus. William Lloyd Garrison a levé des fonds via son journal pour l'école Prudence Crandall, etc., etc. Et donc, je me suis rendu compte, j'ai envie de dire un petit peu comme souvent, que l'histoire avait quand même, une fois de plus, gardé plutôt la trace des hommes qui avaient fait progresser la cause que des femmes. Euh, et là, dans ce cas-là, ça m'a paru vraiment combiner énormément de choses parce que c'est vraiment une école. En fait, ces jeunes filles se sont retrouvées livrées à elles-mêmes dans cette école, entourées d'un niveau d'hostilité totalement dingue. Donc, ça recoupe un droit à l'éducation, une aspiration voilà, à l'éducation et à un statut social par la culture de la part de jeunes filles noires. Je trouvais ça assez fou quand même qu'il ne reste pas grand-chose de tout ça quelques années après. Voilà. Ouais, puisque je t'avais entendu expliquer. Une histoire d'entrecouilles abolitionnistes masculins. Ouais. J'ai changé mon fusil d'épaule à un moment donné. Je me suis dit, mais c'est cette histoire-là que je préfère raconter. C'est beaucoup plus intéressant. Oui, puis je t'ai vu expliquer que en plus tu parles de l'hostilité qu'elles ont vécue et tu fais le lien avec le fait qu'à ce moment-là, déjà, éduquer des filles, c'est déjà pas perçu forcément comme un truc absolument nécessaire, mais alors en plus des filles noires, il y a ce trauma que... mais en fait, le problème, c'est que les militants, enfin pas forcément les militants d'ailleurs, mais aux États-Unis à ce moment-là, se dire, ah, les noirs, s'ils se cultivent, quelque part, ils s'arment d'une certaine façon intellectuellement et ils vont nous la faire à l'envers parce que ça fait des abolitionnistes qui écrivent des textes et du coup c'est perçu comme un danger réellement quoi à ce moment-là. Surtout des filles, parce que ce sont les femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants. Et donc des femmes lettrées, conscientisées, etc., etc., on voit évidemment ça comme une menace. Et effectivement, donc je fais le parallèle dans le bouquin avec une histoire qui s'est passée un an avant cette école, c'est la révolte de l'esclave Nat Turner, qui donc lui, un an avant, à 800 km de là, hein, parce que c'est en Virginie, c'est dans un autre État, c'est loin quand même à l'époque, mais un an avant, donc le mec mène une révolte sanglante qui va durer très peu de temps. Hein. Ça dure 72 heures, quelque chose comme ça. C'est l'affaire de 3 jours avant qu'ils soient tous éclatés. Mais en 3 jours, il a quand même mené une petite insurrection, c'est-à-dire qu'ils sont partis à quatre. Ils sont partis à quatre. Ils se sont fait une première ferme de blancs propriétaires d'esclaves. Ils ont tué tout le monde et libéré tous les esclaves, pris les armes sur place, marché jusqu'à la ferme suivante, fait la même chose, etc. Ils ont fait ça toute une nuit et toute une matinée. Au terme de quoi ils avaient tué une soixantaine de personnes et ils étaient eux-mêmes à peu près une soixantaine. Ça a donné, bon, ils ont été réprimés dans la journée qui suivait, puisqu'en réalité, le propre d'un noir esclave à l'époque, c'est évidemment de ne pas savoir se servir des armes
qu'il trouve, puisqu'il en a évidemment jamais utilisé. Hein, tout le système ne tenait que là-dessus. Ouais, les armes à feu, etc. Bah, en Virginie, à l'époque, par exemple, il y a 4 fois plus de noirs que de blancs. Tout ne tient que par la force des fusils et par le fait que les fusils sont exclusivement entre les mains des blancs. Il est évidemment, il n'y a aucun noir qui avait le droit de toucher une arme à feu. Donc c'est très chouette d'en voler. Mais une fois que tu as volé des armes, surtout à l'époque, elles se chargent par le canon, etc. C'est un merdier que tu peux imaginer. Tu sais rien faire avec ça, quoi. Tu vois. Donc ils sont tombés sur un petit groupe, sur une milice armée qui venait d'une ville d'à côté. Et ils se sont fait défoncer assez rapidement. N'empêche que ça avait durablement traumatisé la société blanche de l'époque parce que le type qui a lancé cette révolte, il s'appelait Nat Turner et il était éduqué. Et il savait lire, écrire, il était prédicateur, il savait la Bible quasiment par cœur, il en citait des grands passages dans ses prêches. Et ça avait été quelque chose qui était un petit peu toléré par ses propriétaires, parce qu'en plus, ils étaient un peu contents d'avoir un noir savant, ils l'exhibaient un peu. Et puis, bah, il leur a pété à la gueule, quoi. C'est un peu ça. Et ça a servi de preuve, entre guillemets. À l'époque, ça a servi de démonstration pour dire voilà ce qui se passe quand on laisse les Noirs s'élever au-dessus de leurs conditions et se piquer de choses intellectuelles qui les dépassent. Voilà. Ils deviennent fous. Discours qu'on réentendra tout le long du 19e siècle aussi sur les femmes. Puisque j'en parle notamment dans les bouquins dont tu as parlé sur la Commune. À peu près tous les grands penseurs sociaux de l'époque sont unanimes sur la nécessité de faire la révolution et ils sont aussi tous unanimes sur le fait qu'il faudra penser à se passer des femmes parce que que ce soit Bakounine, Marx, Proudhon, ouais. Ils y vont tous de leur petit couplet sur non mais les femmes par contre ça va pas être possible. Voilà. Et donc en fait ce discours croisé finalement sur ben, c'est triste mais à part les hommes blancs les autres vaut mieux que vous vous instruisiez pas quoi. C'est un peu ça en fait qui va un peu la doctrine principale qui va traverser un peu tout le 19e siècle quoi. C'est quand même c'est intéressant et elle est concentrée dans cet épisode je trouve. Et quand tu fais ce genre d'approche historique, au-delà du fait de ne pas vexer des spécialistes, on a eu la discussion avec, par exemple, j'ai reçu pas mal de gens qui font de l'histoire ici, notamment la dernière fois c'était Manon Bril qui est une vulgarisatrice, et qui parlait du fait que chaque fois qu'elle parle d'histoire, surtout quand c'est lié à des enjeux qui sautent aux yeux actuellement, elle pouvait comment dire, avoir des problèmes de gens qui lui tombaient dessus, qui n'étaient pas d'accord, que en fait, quel que soit le sujet, en fait, si c'est un sujet qui est un peu à vif, actuellement, eh ben, c'était compliqué, quoi. Elle pouvait pas faire semblant elle avait pas une responsabilité, qu'il y avait pas des enjeux autour. Toi, comment ça se passe à ce niveau-là quand tu fais des BD comme ça? Est-ce que tu te restreins un peu, tu réfléchis un petit peu à comment ça va être perçu? Je sais pas, est-ce que les éditeurs sont OK pour parler de ces sujets-là où on te dit quand même de faire un petit peu attention? C'est toujours difficile de savoir pourquoi un éditeur te suit ou te suit pas sur un projet. Là, il y a 2 sujets différents en fait. Il y a d'une part les éditeurs, mais ça c'est plutôt avant d'y aller, et après les réactions des lecteurs, quoi. Ouais, ouais. Les réactions des lecteurs, c'est ce qui franchement me pose le moins de problèmes. Je considère que c'est normal. Aujourd'hui, tu fais des ouvrages sur la Commune de Paris ou sur voilà, cette école pour jeunes filles, etc. etc. Il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, qui trouvent que tu es un dangereux islamo-gauchiste, tu vois. Oui, je vois très bien. Tu vois très bien. Ça, c'est même obligé.
en tant que, enfin, pour moi, un auteur, c'est un peu quand même là pour foutre le bordel, tu vois. Pour moi, on est là pour ça. On sert à bousculer des idées reçues. Euh, Enfin, tu es là pour exciter un petit peu des passions, que ce soit positif ou négatif, quoi. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. On est pas mal d'auteurs tu sais, à s'envoyer des petits messages de temps en temps où, quand on sort un bouquin, tu vas avoir un critique, enfin un critique, tu vas avoir un lecteur qui va dire sur un site, une fois de plus, Lupano nous fait chier. Et tu as envie de lui dire, hein, pourquoi tu t'infliges du Lupano depuis tant d'années? Parce que tu remarques que le mec, il a chroniqué à peu près tous mes albums pour dire à quel point c'était de la merde. Et et tu as envie de lui dire, mais respecte-toi un peu. Enfin, je sais pas, va à la pêche, fais quelque chose de chouette. Pourquoi tu vois? On a les mêmes sur YouTube, Ouais, oui, oui, je te non, mais rassure. c'est le principe même d'adorer et détester, quoi. C'est-à-dire que le type adore te détester, donc en fait, il ratera pas ton prochain album. Bon, et surtout, il ratera pas ce moment extrêmement jouissif pour lui où il va en dire du mal sur Internet. Parce que si c'était juste pour en dire du mal dans son salon, évidemment, le plaisir serait moindre. Mais enfin, voilà, donc en fait, avec les années, tu apprends quand même à vivre un petit peu tranquille avec tout ça, parce que sinon, tu n'as pas de vie, clairement. Euh, Moi, je me sens protégé quand je me sens protégé de tout ça quand je sens que j'ai bien fait mon boulot, tu vois. Si ce que j'ai raconté, c'est argumenté, que je suis capable d'expliquer pourquoi je le dis, et bon, après, voilà, on peut débattre, mais je me sens pas fragile, quoi, sur ces trucs-là. Les éditeurs, c'est parfois un petit peu plus, euh, compliqué. Par exemple, sur la commune, j'en ai chié quand même, tu Ah vois. ouais, mais j'allais te poser la question, parce qu'en plus, évidemment, il y a eu les 150 ans, là, donc Ouais. on en a un petit peu parlé ici, Oui, et, sauf que moi, c'était 10 ans et ouais, avant. voilà, c'est ça. Et, et d'ailleurs, les éditeurs qui n'ont pas voulu le faire à l'époque ont fait des trucs pour les 150 ans de la commune. Ça m'a, ça m'a fait un peu rigoler, mais pas que rigoler. Ça m'a énervé aussi. Mais ouais, ouais, bah, quand j'ai commencé à me pointer sur ce projet sur la commune de Paris, euh, j'ai eu du mal à convaincre, ouais, au début. Et Alors pour quelle raison? Enfin, je sais pas si tu peux nous ouais, résumer c'est ça. pas très compliqué. Je me suis pointé en disant je veux faire une série sur les femmes qui ont fait la commune de Paris. Et, et en fait, ils n'en voyaient aucune parce que c'est une période qui n'est pas connue. Et donc, ils ont dit, en fait, tu vas faire 5 albums sur une période que personne connaît, parler de femmes que personne connaît. J'ai dit, voilà, c'est ça. Vous avez tout C'est compris, le projet. exactement mon projet. Et, et, euh, et, et en plus, je ne veux pas faire d'album sur la seule qui est connue, c'est-à-dire Louise Michel, précisément parce que pour moi, ce qui traversait toute l'énergie de la commune, c'était justement ce côté, cette lutte contre la notion d'homme providentiel, tu vois, on se range tous, enfin d'homme ou de femme d'ailleurs, on se range tous derrière la culotte ou le jupon de machin ou de truc, et que justement, il y a une œuvre collective, une lutte collective, et que pour ça, il y avait plein de personnages qui étaient restés anonymes, et dont j'avais envie un peu de retracer les trajectoires, ou en tout cas de faire ressentir la destinée. Voilà. Et ben ça, en fait, pour un éditeur, tu vois, il a tous les voyants qui s'allument au rouge, quoi. Tu vois, il se dit, oh putain, il va me faire 5 albums là-dessus, personne ne sait de quoi il parle, tu vois. Donc, donc ça a été un petit peu compliqué, ça a été diversement reçu, on va dire. Ça a été mieux reçu dans des maisons où j'ai pu en parler avec des femmes éditrices, bizarrement. Mais elles n'étaient pas très nombreuses. Ça s'est arrangé depuis, un petit peu, mais à l'époque, pas très nombreuses. Mais malgré tout, j'ai dû mettre de l'eau aussi dans mon vin, et on m'a dit, est-ce qu'on n'en ferait pas plutôt 3? Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 3 albums sur la commune et pas 5. Et comme ils ont bien marché, après, on m'a demandé de faire les 2 autres.
Mais du coup, après, j'ai eu un problème de. Ah oui, parce que c'est ce que j'allais dire, tu parles de 5, mais il me semble bien qu'il n'y en a que 3 actuellement. Ouais, il n'y en Ouais. a que trois parce qu'en fait, on m'a demandé de me cantonner à trois au début parce que c'était trop risqué de lancer 5 albums en production. Parce que la particularité, tu sais, c'est que je les ai sortis très très vite. En fait, Ouais, l'idée, ouais. c'est dessiné par un dessinateur différent, outrice. Euh, et, euh, et donc, quand je me suis lancé à fond dans ce marathon-là, voilà, j'ai fait toute mon arborescence narrative sur 3 albums. Et quand ils sont sortis et que ça a fonctionné, on m'a dit qu'on était OK pour les 2 suivants. Mais du coup, moi, après, je m'étais retrouvé avec des problèmes de calendrier assez énormes. Et les 2 derniers, pour l'instant, je ne les ai pas faits. Je dis pour l'instant, hein. Ah, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ah, bah, je suis content de l'apprendre, déjà. Ok, oui, parce que je précise peut-être pour les gens qui l'auraient pas lu que c'est effectivement, il y a un dessinateur ou une dessinatrice différente à chaque fois. Et quand tu parles de trajectoire de personnages plus ou moins anonymes en fait de la commune, effectivement, à chaque album, c'est une histoire particulière. D'ailleurs, en fait, les personnages peuvent être fictifs parce que par exemple, la petite fille c'est le premier, je crois, avec les animaux. Oui. C'est plutôt basé sur ce truc qu'on en a déjà parlé aussi ici des animaux du zoo qui ont été servis dans des restaurants de riches pendant le siège. Mais c'est la petite fille, tu l'as inventée par exemple, le personnage? J'ai inventé. Euh, la petite fille qui est amoureuse des éléphants du jardin des plantes. Ouais. C'est basé sur un événement historique et tu C'est as le greffé cadre un. historique du siège de Paris qui précède la Commune, en fait. C'est pendant le siège prussien. Et cette énorme famine la naissance des clubs de parole, voilà, où justement euh, euh, la naissance des clubs non mixtes de parole euh, qui se créent parce que justement les femmes veulent participer à cette réflexion politique qui se mène à ce moment-là. Et en fait, les hommes ne les acceptent pas dans les cercles politiques qui se tiennent, les clubs de pensée qui se tiennent dans toute la ville pendant le siège. Donc, elles finissent par créer leur propre club où les mecs viennent se moquer d'elles parce que pendant ce temps-là, elles épluchent les haricots, elles écoutent les haricots et elles s'occupent aussi des enfants. Et donc, on vient se moquer d'elles dans ces clubs. Mais malgré tout, il y a quand même toute une réflexion politique, etc., qui a lieu à ce moment-là. Et oui, donc il y a des personnages que j'ai inventés, mais beaucoup en réalité, parce que finalement, cette période-là, elle est documentée. Il y a des témoignages, euh, mais, euh, mais c'est souvent dans les témoignages, on, tu sais pas grand-chose. On te dit telle femme, elle était couturière, elle a fait ceci, on l'a retrouvée à tel endroit, elle a fait ça, et puis telle autre, elle était lavandière et on l'a retrouvée, elle a participé à ceci, elle a participé à cela. Ouais, ouais. On en a parlé avec Mathilde Larère ici. Elle expliquait la difficulté justement de faire l'histoire, de manière générale, hein, de l'histoire des. L'expression de Mermet, c'était l'histoire des lapins, il disait. Parce que c'est toujours. On a l'histoire des chasseurs, mais c'est plus difficile de faire l'histoire des lapins. Et. Ah, c'est exactement ça. Et euh, donc, en fait, c'est là qu'il y a de la place pour le fictionneur, en fait. Tu vois, euh, parce avec plein de petits faits historiques comme ça, tu peux fictionner pour faire ressentir, en fait, aux gens cette période. Moi, je trouve que c'est vraiment ça que j'essaie de faire en bande dessinée. En fait, j'essaie plutôt de donner le goût euh, d'un fait historique ou d'un moment. J'essaie de donner envie aux gens de s'y intéresser par eux-mêmes. Euh, Tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, tu as un accès hyper facile à tout ça avec Internet, etc. Donc, en fait, la bande dessinée, c'est une super porte d'entrée pour être surpris par des événements historiques dont tu n'as jamais entendu parler. Et puis, tu te retrouves à googler tout un tas de trucs euh, et à commander des bouquins si tu as envie d'aller plus loin et que le sujet t'intéresse, tu vois. Euh, Moi, je fais pas quand je fais une série comme le Communard, de là, je la fais pas pour des historiens passionnés par la commune, parce que d'abord, ils vont trouver que c'est n'importe quoi.
Parce que c'est de la BD, ça va vite, tu vois, tu as 60 pages, tu fais énormément de raccourcis, voilà. Et je le fais surtout pour tous ceux qui connaissent pas grand-chose à la commune et j'essaie de leur raconter plein de petits trucs qui se sont passés pendant la commune pour qu'ils aient envie d'y jeter un œil et peut-être justement d'acheter des bouquins d'historiens derrière, quoi, tu vois. Il y a quelqu'un qui demande sur le chat si il a été envisagé que ce soit trois dessinatrices ou non, c'était pas envisagé spécialement cet aspect-là. Non, c'était pas envisagé parce que à partir du moment où déjà le scénariste était un mec, c'était un peu peine perdue de se lancer dans un truc comme ça, je trouvais. Et puis moi, j'ai jamais, à l'époque, en fait, aujourd'hui, ça me traverserait l'esprit, tu vois, franchement. À l'époque, ça m'a pas traversé l'esprit parce que je me rendais pas trop compte de tout ça. Euh, Honnêtement, hein, je voyais bien qu'il y avait une majorité de mecs dans la bande dessinée, mais j'avais pas non plus l'impression qu'il y avait énormément de nanas qui tapaient au portillon. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et, euh, et puis par contre, moi, j'avais déjà travaillé, enfin, j'ai quasiment commencé, enfin, ma deuxième bande dessinée, c'est Alim le Tanner avec Virginie Augustin. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, Virginie Augustin, j'ai vu des dessins à elle dans un magazine à l'époque. Et j'ai trouvé les dessins complètement dingues. Et comme ils n'étaient pas signés, parce que c'était des dessins d'illustration, j'ai contacté le magazine pour lui dire je voudrais savoir qui a fait les dessins de la page 34. Et c'est là qu'on m'a dit ah bah c'est. Enfin, j'ai dû dire en plus, je voudrais être mis en rapport avec le mec qui a fait les dessins de la page 34. Et on m'a dit, ben, le mec, c'est une fille. Et, Oui, parce que naturellement, dans ce milieu-là, tu penses par défaut à ce moment-là. c'est ça. Et en fait, pour moi, c'était même pas un sujet, quoi. Je dis, ah bon, ok, c'est une fille, bon, ok, next. Et donc, j'ai dit, mettez-moi quand même en contact avec, avec le dessinateur de la page 34. Et donc, en fait, voilà, c'était pas vraiment des questions qui se posaient. Et puis, enfin, je me pose pas mal de questions avec tout ça. Franchement, je vois pas l'apport fondamental que ce soit absolument des nanas qui dessinent des histoires de nanas et des mecs qui dessineraient des histoires de mecs, tu vois. Moi, j'ai écrit les scénarios et ensuite, avec l'éditeur, on a cherché, enfin, qui est une éditrice d'ailleurs, mais je dis l'éditeur parce que c'était chez Glénat. L'éditrice, c'est Valérie Aubin. On a cherché la meilleure plume pour raconter graphiquement ces histoires-là. Voilà. Et dans le lot, il y avait Lucie Mazel qui m'avait contacté à ce moment-là pour faire un scénario, mais c'était purement fortuit. J'ai juste trouvé que ça lui irait super bien. Mais par exemple, elle n'avait jamais fait un truc historique, elle ne connaissait pas du tout les trucs du 19e siècle, etc. Et du coup, pour elle, ça a été très dur en termes de doc, etc. Alors que Anthony Jean ou Xavier Fourquemin, qui ont fait les deux autres albums, c'était des gars qui avaient déjà fait des albums de type historique et ils étaient déjà beaucoup plus dans leur jardin. Tu vois. Ouais, ouais. Bah, justement, je voulais revenir sur comment ça se passe pour enfin, pour trouver les dessinateurs, même de manière générale. Je sais que c'est peut-être une question un peu bête qu'on te pose souvent, mais comment ça se passe la position de scénariste dans l'édition? Parce que là, tu as l'air de dire que tu es à l'initiative, en fait, pas mal des histoires, et qu'après, vous cherchez un dessinateur. Et je pense que les gens se rendent pas forcément compte de comment ça marche à ce niveau-là. Et d'autant qu'effectivement, du coup, tu as bossé avec énormément de dessinateurs et de dessinatrices différentes. C'est d'ailleurs comme Ouais. ça que enfin, j'ai fait le lien tard, que je te connais comme ça. C'est que j'ai mis longtemps à capter, mais en fait, Communard et les Vieux Fourneaux, c'est le même type, en fait, au scénario. Mais tu vois, ça m'avait pas passé par la tête parce que. Non pas que j'aurais été capable spécialement de citer les dessinateurs, mais comme le style est très très différent, on voit pas forcément toujours la cohérence en fait du travail de scénariste entre tous les différents styles, quoi. Ouais, ben c'est ce qui est chouette dans ce métier. Hein. Enfin, moi c'est ce qui me plaît, c'est qu'il y a un côté, il y a un côté planqué, il y a un côté planqué derrière le show-off du dessinateur, quoi, ou de la dessinatrice qui est l'interface d'accès avec le lecteur, en fait, et c'est surtout ça qui marque, en fait. Ben,
l'image est plus puissante en termes d'impact. L'image est plus puissante que les mots, on le sait bien. Hein. Et, euh, et donc, c'est ce qui reste, quoi. Mais oui, enfin, il n'y a pas une seule façon de faire de la bande dessinée en tant que scénariste, il y en a plein, mais on va dire que quand même, très souvent, le scénariste est à la bande dessinée ce que le réalisateur est au cinéma, quoi. C'est-à-dire quand même un peu le capitaine du bateau, très souvent. Évidemment, oui, tu es à l'origine du projet, forcément, puisque donc tu l'as écrit. Donc, il y a deux cas de figure. Soit tu sais déjà pour qui t'écris, parce que c'est un dessinateur qui t'a contacté et qui t'a dit écris-moi une histoire. Soit tu sais pas du tout et tu écris un scénario en te disant je m'occuperai après de savoir qui dessinera ce truc-là. Ce que moi je fais souvent, j'aime bien. Et ensuite, tu essaies de convaincre du monde. Tu essaies de convaincre du monde de venir dans ton bateau. Voilà, ce qui n'est pas facile, hein, ce qui peut prendre des années, ce qui peut ne jamais arriver aussi. Il y a des projets, tu ne sais pas pourquoi, mais personne ne te suit dans ton délire. Euh, c'est, tu as des expériences hyper variées là-dessus, quoi. Et du coup, parce qu'il y a aussi le truc de la production, justement, quand tu es scénariste, j'ai l'impression que pour être scénariste et en vivre, comme c'est ton cas, il faut produire énormément. Faut être sur beaucoup de projets différents. Alors que un dessinateur, ça prend énormément de temps de faire enfin, surtout des gros albums, des choses comme ça. Donc on peut imaginer que faut pouvoir payer un dessinateur, je sais pas combien de temps ça prend, mais peut-être un an sur des gros albums, des choses comme ça. Je sais pas exactement les délais. Et j'ai l'impression que par contre, scénariste, quand tu fais que ça, et d'ailleurs je sais pas si tu fais d'autres choses à côté, peut-être tu écris pour d'autres choses, ou peut-être tu donnes des cours, je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut produire énormément de projets pour que ce soit viable. Ben, surtout au début, ouais. Moi, je fais rien d'autre à côté. Je suis scénariste à temps plein depuis un moment maintenant, depuis 13 ou 14 ans, donc quelque chose comme ça. Euh, mais ouais, les 6 ou 7 premières années où j'ai fait ce métier, j'avais systématiquement une autre source de revenus à côté. Je connais quand même, c'est l'immense majorité des cas. Hein. Je ne connais pas beaucoup de scénaristes qui font rien d'autre. C'est, c'est quand même très compliqué. Et oui, dans les premiers temps, tu es obligé effectivement de produire beaucoup. Euh, moi, j'ai une moyenne de, je sais pas, je dois en moyenne, je pense, sortir 4 ou 5 bouquins par an. Mais au début, c'était plutôt 6. Et 6 bouquins par an, c'est vraiment beaucoup, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, carrément, oui. Ça, ça veut dire qu'il faut que tous les 2 mois, t'es signé un projet. Parce que pour en signer 6, il faut clairement en avoir développé 8 ou 9, tu vois, parce que on ne te prend pas tout. Et, euh, et pour peu que tu veuilles prendre des vacances ou des choses comme ça, comme il n'y a que 12 mois dans l'année, tu vois, ça fait vite un bel emploi du temps. Hein. Voilà. Donc, ouais, ouais, ça passe par pas mal de travail au début, mais là encore, ce n'est pas une science exacte. Il y a des auteurs, ils font un premier projet, ça cartonne. Oui, parce que le fait de faire des ventes, ça change, j'imagine, Ouais, complètement ça le, change, le rythme, quoi. ça change complètement tout. Et quelqu'un demande justement si le marché a évolué et la manière de vendre a évolué, parce pareil, on a déjà abordé des questions un peu comme ça ici, avec des auteurs, notamment Olivier Jouvray, qui était venu aussi nous en parler. Et j'ai l'impression que ça fait beaucoup question en ce moment, notamment dans le marché de la BD, le fait que il y a énormément de BD maintenant, mais que ça a l'air d'être compliqué d'en vivre pour beaucoup, et enfin, qu'en gros, ça a l'air d'avoir évolué et de créer aussi des complications pour les auteurs. Bah oui, oui, c'est ça. Le marché global se développe, c'est-à-dire le volume global de vente se développe parce qu'on arrive à être de plus en plus fin chez les éditeurs sur une segmentation des marchés. On fait des bandes dessinées pour les gens comme ci, des bandes dessinées pour les gens comme ça. Pour les ados masculins de 14 ans gothiques, pour les jeunes filles urbaines de 13 ans qui aiment les chats, tu vois. Enfin, en fait,
t'as un truc, t'as un ciblage en fait hyper fin et la même chose de l'autre côté pour les, euh, les nostalgiques nonagénaires, tu vois, de la bande dessinée des années 50, tu vois, on va te leur ressortir des trucs qui ressemblent et qui leur rappellent leur enfance, etc. Tu as un ciblage marketing, etc., qui est vraiment hyper efficient et qui s'est développé en plus avec de nos jours des techniques de veille informatique, numérique, qui permettent de mieux gérer les stocks, d'être en prise directe avec les ventes, de voir partir les stocks en direct. Et, 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 et c'est allé aussi de pair avec un développement des techniques d'impression qui permettent maintenant d'imprimer des petites quantités pour pas cher, alors que ça, avant, on ne savait pas le faire. Donc, tu te retrouves avec un marché qui est comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait énormément de titres avec des petits tirages qui risquent de se vendre assez peu, mais sur lequel l'éditeur risque de ne pas perdre trop d'argent, voire en gagner. Par contre, pour l'auteur, la perspective de faire un carton, elle est très très faible. Forcément, puisque tu es noyé, quand toi tu sors, tu es noyé dans une masse de titres absolument dingue. Voilà. Donc, oui, ça a quand même vachement changé. Et comme c'est dans l'actualité aussi, je sais pas si tu as une position à affirmer là-dessus, mais quelqu'un me parle de la question justement du statut des auteurs, le rapport Racine aussi, qui avait beaucoup fait parler. Est-ce que tu as t'as un avis sur, je sais peut-être ce qu'il faudrait faire, la situation? Enfin, ça, il faudrait faire une soirée spéciale là-dessus. Euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que Non, t'as pas d'obligation du tout. franchement, c'est un peu technique. C'est un peu de la. Enfin, les rapports avec les auteurs, avec le monde de l'édition, il est vraiment complexe. Moi, c'est pas un sujet que je connais hyper bien. Je suis pas le mieux placé pour parler de ça. Ce qui est, euh, ce qui est clair, par contre, c'est que ce rapport est dans la lignée des états généraux de la BD qui avaient été faits, etc. Étaient quand même des super outils avec des solutions proposées, euh, tu vois, des bases de travail qui auraient pu aller dans le bon sens. Et c'est quand même rare de voir à ce point. Enfin, il y en a eu des rapports balancés à la poubelle, mais enfin, celui-là, c'est gratiné quand même. C'est-à-dire que c'est vraiment une fin de non-recevoir. Tu vois, il n'y a même pas un début de négociation, il n'y a rien. Quoi. C'est quand même d'un très très grand mépris. Voilà. Pour un secteur d'activité qui est quand même euh, euh, vachement créateur d'emplois, vachement créateur d'économie, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même c'est quand même un gros secteur avec, avec de grosses disparités dans ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des groupes éditoriaux qui deviennent assez colossaux, assez énormes d'un côté, avec des gros profits, des gros dividendes, et de l'autre côté, c'est l'inverse, quoi. Tu as une paupérisation générale. Voilà. Mais c'est sujet complexe à aborder là, quoi. Oui, Je oui, trouve. pas de souci déjà, merci de donner un petit élément de réponse. Tant qu'on est dans le technique, il y a quelqu'un qui a une question sur le chat aussi sur l'aspect. En fait, c'est que ça ressemble à quoi un scénario de BD? Je sais qu'il y a beaucoup de façons de travailler. Est-ce que tu storyboard? Est-ce que tu décides du cadrage, du découpage? Quel est ton concrètement en fait ton travail? C'est quoi l'objet scénario quoi? Bah, l'objet scénario, c'est un texte imprimé. Je sais pas si j'en ai là. Non, j'en ai pas. En plus, attends. Il y a un bordel sur mon bureau. Heureusement que vous voyez pas ça. T'inquiète pas. Euh, non, je crois pas que j'en ai là. Euh, oui, oui, c'est un texte assez chiant à lire. Enfin, ça commence comme ça. C'est un texte assez chiant à lire parce que très descriptif, euh, très détaillé, dans lequel on ne se préoccupe pas beaucoup de figures de style et de choses comme ça, quoi. C'est très. Ouais,
un peu chiant à lire. C'est pour ça qu'on ne le fait pas lire. On est malin. On le fait dessiner. Et après, ce texte-là, mais là aussi, ça dépend des scénaristes et ça dépend des auteurs avec qui tu travailles. Donc, mon cas personnel, je ne fais pas de storyboard, sauf dans des cas particuliers où je fais du prédécoupage parce que j'ai une idée très précise pour une scène, d'un cadrage. Et donc, comme des fois, un petit dessin, ça vaut mieux qu'une longue explication, je fais ça. Et comme je ne sais pas dessiner, on se moque de moi. Et donc, tu vois, c'est pas mon moment préféré quand tu travailles avec des super dessinateurs que d'aller leur faire un petit schéma dans un coin de. Oui. Tu vois, c'est toujours quand même un grand moment de solitude. Mais des fois, c'est mieux pour faire comprendre ton idée. Je ne fais même pas le découpage case par case si on ne me le demande pas. Ouais, mais ça peut exister, c'est ça, c'est différentes méthodes. Les auteurs me le demandent. Euh, euh, et avec certains auteurs qui débutaient complètement, véritablement, je l'ai fait quand c'était leurs premiers albums, etc., parce que ça fait une première base de découpage. Mais c'est pas quelque chose de forcément figé. C'est pas parce que là, j'ai dit dans cette page, il y aura 8 cases qu'il faut absolument qu'il y ait 8 cases. C'est juste une première approche. Et ensuite, on en reparle. Euh, Ce que je fais, moi, la plupart du temps, c'est que par contre, je fais mon page par page. Parce que ça, par contre, en bande dessinée, c'est quand même essentiel. Les pages de gauche et les pages de droite, elles n'ont pas la même valeur narrative. Et puis, ça te permet de maîtriser tes ellipses. Tu vois, quand tu tournes la page, tu peux changer de lieu, tu peux tout ça, d'époque. Et ta pagination, ça te permet de savoir un petit peu en combien de pages tu es en train de raconter ton histoire, quoi. Donc, en général, je me contente d'écrire page par page en ayant une espèce de préscience en combien de cases on doit pouvoir dessiner ma page si je ne me suis pas trop raté à l'écriture. Mais parfois, le dessinateur ou la dessinatrice me surprend, c'est-à-dire que j'avais imaginé un truc en 7 cases et il n'en fait que 3, ou, tu vois, parce qu'il a eu une idée de composition qui est cool. Voilà, c'est le moment d'ailleurs le plus intéressant dans le processus pour moi, c'est vraiment ce moment où, quand moi, mon scénario il est fini, euh, c'est toute la période du storyboard où on doit raconter tout ça avec des images, avec des enchaînements de cases et des textes placés. Et c'est là qu'on voit apparaître tous les problèmes et qu'on doit les résoudre. Et donc, on fait des versions, on améliore, on fait des petits réglages, on pousse des trucs, on renonce à certaines séquences, on en rajoute d'autres. Euh, c'est là que c'est une matière molle véritablement qu'on travaille à quatre mains avec le dessinateur, la dessinatrice et parfois l'éditeur aussi qui donne son avis sur tout ça. Et après, une fois que c'est calé au niveau du storyboard, euh, là, c'est vraiment après, c'est le dessinateur qui fait ce qu'il sait faire, quoi. Tu vois, voilà. Ok. Si ça te dérange pas, je passerai bien un petit peu. J'ai des questions sur les vieux fourneaux. Je t'ai dit que c'était un petit peu, c'est un peu un de mes chouchous. Euh, Parce que là, on a parlé de tes BD notamment historiques et qu'effectivement, elles entraient en résonance avec des enjeux d'actualité. Moi, les vieux fourneaux, ce que je trouve fou, c'est que c'est vraiment. Enfin, là, t'es dans l'époque déjà et à chaque épisode. Bah, ça se voit que c'est quand même pétri d'actualité, de sujets militants qui sont vraiment très très actuels, enfin de sujets qui sont politiques, on va dire, qui sont très 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 actuels. Tu parlais de l'or en Guyane sur le dernier album, mais il y a il y a des trucs, je trouve ça marquant, que par exemple, en les relisant, t'as un moment où le Nionimètre, donc le groupe de vieux anarchistes, ils font une action pour venger Geneviève, et pour les gens qui se souviennent de ça, était une gilet jaune de je sais plus quel âge elle a, mais un petit peu âgée, qui s'était pris une charge de CRS, qui avait été blessée assez gravement, et c'est à elle que Macron avait souhaité, enfin, avec son tact habituel, un prompt rétablissement et un petit peu
un Et une petit peu certaine une certaine forme de sagesse. Tu fais référence à des points comme ça, même si tu fais justement, il n'y a pas Macron, il y a pas, enfin, il y a pas de, tu vas pas non plus dans ce, c'est pas le sujet des vieux fourneaux, mais t'es vachement quand même dans des Geneviève Leguet, oui, merci sur le chat. Tu fais vachement référence à des éléments comme ça. Ils sont bons sur le chat. Hein. Ah oui, oui, ils sont très très bons. Ah, ils connaissent ça. Et ouais, je sais pas, c'est une question un peu générale, mais comment tu l'abordes cette BD, comment tu mets les sujets dedans. Il y a un épisode, il y a une ZAD, enfin, il y a les délocalisations, il y a vraiment énormément de sujets. Et là, t'es pile dedans, quoi. Ben non, non seulement il y a une ZAD, mais en plus, c'est suite à la bande dessinée sur la ZAD que les mecs de Notre-Dame-des-Landes m'ont proposé de venir sur la ZAD. Ah ouais, d'accord. Bah, tu vois, par exemple, ça, je savais pas ça. Et ils m'ont invité à venir passer quelques jours parce il y a une médiathèque associative qui s'appelle le Talus. Euh, je vous salue, Jean du Talus, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ils m'ont fait venir pour des rencontres, débats, etc. Parce qu'ils étaient très surpris que j'ai parlé de ce phénomène-là, même si ce n'est pas Notre-Dame-des-Landes qui est dans la BD, c'est une autre. Mais ils étaient très surpris que j'en ai parlé. Et c'était hyper d'actualité au moment où ils m'ont fait venir. C'était tellement d'actualité que j'y étais le week-end où Édouard Philippe a annoncé que l'aéroport ne se ferait pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'était pour moi un moment totalement fou parce que, donc, effectivement, quand on fait une BD, tu vois, tu mets à peu près entre moi le moment où je l'écris et le moment où Paul la dessine entièrement, etc., et le moment où elle sort, il s'écoule 1 an et demi, tu vois, à peu près. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. C'est pour ça que des références très spécifiques comme ça sont assez étonnantes. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut se défier de ceux qui. C'est pour ça qu'il faut se défier de ceux qui est à un moment donné complètement chaud dans l'actu, parce que euh, un- quand toi ta bande dessinée va sortir, c'est compliqué de savoir si ça sera encore chaud dans l'actu ou devenu un épiphénomène qu'on a complètement oublié et dont on n'a plus rien à faire. Donc en fait, il faut faire attention avant de se jeter sur un fait politique. Euh, ou alors, il faut le déguiser, il faut le tordre, il faut y faire une allusion qui n'est pas nécessaire à la compréhension de tout ton récit, etc. Type l'allusion à Geneviève dont tu viens de parler. Voilà. Mais ben, en fait, sinon, pour faire ça, moi, c'est le cœur de mon taf sur les vieux fourneaux. Pour moi, en fait, j'ai quasiment fini quand j'ai compris de quoi il fallait que je parle dans l'album suivant. Et c'est une sorte euh, de prise de température d'actualité, en fait, que j'essaie de faire à un moment donné, de voir quels sont les enjeux qui traversent véritablement en ce moment la société française, mais de manière suffisamment durable pour que tu puisses faire un album avec et que l'album, dans 10 ans, ça reste intéressant de le lire, tu vois, ou dans 20 ans, ou voilà, que tu sois pas dans un truc d'actu chaud, de chaîne d'infos en continu, si tu veux, tu vois, parce que ça, on s'en fout. Donc, en fait, d'avoir plus une, un regard de macro-journalisme, en fait, tu vois, et ensuite, bah, de prendre le risque de passer plusieurs mois à écrire un scénario sur ce truc-là en te disant que tu es peut-être en train de te planter et que, Ouais. euh, et que tu vas taper à côté en fait en termes d'actualité, quoi. Voilà. Bon, pour l'instant, ça m'est pas trop arrivé, mais tu as quand même toujours cette peur quand tu le fais, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Mais ça veut dire que Les Vieux Fourneaux, c'est une série que toi t'envisages comme quelque chose où à chaque album, tu sais pas forcément à l'avance que tu
exactement où ça va aller. J'imagine qu'il y a évidemment les intrigues principales des personnages Ouais, où tu as une direction, mais que tu te laisses la possibilité de te dire le prochain épisode, c'est un. ouais, Je l'ai pas, je me permets sous tout contrôle de le pitcher aux gens pour qui connaîtraient pas, parce que Les Vieux Fourneaux, du coup, c'est une série donc qui, là, c'est pas du tout historique, c'est passé à notre époque, qui suit en gros trois personnages qui sont les Vieux Fourneaux, qui sont trois vieux copains. Donc avec, en gros, pour la faire simple, le vieux syndicaliste, le vieil anard et Mimile qui est plus le vieux baroudeur. Et ils sont confrontés à donc la petite fille de l'un des trois, qui est donc un peu presque le personnage principal d'une certaine façon, qui est donc est pas de la même génération du tout. Et à chaque épisode, en gros, il y a les intrigues principales de ces gens-là, parce on voit beaucoup leur passé, on voit beaucoup ce qui est arrivé à cette fille. Mais à chaque fois, il y a un peu un sujet. Donc il y a la ZAD, c'est parce que l'usine doit s'agrandir, mais en fait, c'est sur un terrain où une ZAD se construit pour empêcher l'extension de l'usine. Et à chaque fois, il y a une aventure à chaque album. Et cette aventure, hein, c'est vraiment quelque chose que tu te gardes à chaque fois pour comment dire, pour parler de sujets qui te semblent importants à ce moment-là. ouais, ouais, ouais. Moi, et comme tu l'as dit, sur les vieux fourneaux, j'ai la maîtrise à peu près des trajectoires au long cours de mes personnages et de leurs relations entre eux et, euh, et de leurs secrets d'enfance et de choses comme ça. Mais je me laisse la possibilité à chaque nouvel album d'être surpris moi-même par l'époque qu'on traverse pour que ça garde d'abord pour que ça garde un intérêt renouvelé pour moi et puis parce que on a fait le choix en fait quand on a commencé cette série avec Paul, on a fait le choix de ne pas éluder la question du temps qui passe. Ce qui est en général le cas dans la bande dessinée comique franco-belge, que tu prennes Lucky Luke, Astérix, Gaston Lagaffe, les tuniques bleues, tous ces trucs-là, en fait, c'est un code qui est que le temps s'arrête. Les personnages ne vieilliront jamais, on peut faire 500 albums avec, tu vois, ça ne bougera pas. Et nous, on avait décidé de ne pas faire ça, on avait décidé de laisser le temps filer, parce qu'on trouvait que si tu fais une série sur la vieillesse et que tu Ouais, bien sûr. Ouais. ne traites pas la question du temps qui passe, c'est assez malhonnête quand même comme procédé. Du coup, on a besoin de faire ressentir que l'époque change et on a besoin aussi de faire ressentir que nos personnages changent. Euh, c'est pas des blocs en fait. En fait, ils sont pétris de contradictions, chacun d'eux, et ils vivent plus ou moins bien avec leurs convictions politiques et leur passé. Oui, justement, ce que j'allais y venir, pourquoi tu as choisi de faire ce dispositif-là? Parce que moi, ce que je trouve qui fonctionne extrêmement bien, c'est que du coup, c'est vraiment il y a vraiment ce truc générationnel. Ce qui est d'ailleurs, en plus, du coup, toi, c'est ni l'un ni l'autre ta génération réellement, parce que elle, je sais plus quel âge elle est censée avoir. Je ne suis pas assez vieux Tu n'es pas pour. un vieux fourneau. Je ne sais pas de quoi je parle. Je n'ai que 49 ans. Voilà. Et donc, mais t'es un peu entre les deux, et t'as choisi de montrer ce gap générationnel. D'ailleurs, j'avais refait la blague sur Twitter, mais il y a je sais plus dans quel album, il y a ce moment-là où c'est même sur la quatrième de couve, ce moment où elle les engueule, elle leur dit, vous êtes la pire génération de l'humanité. C'est le premier. Oui, bah C'est le... voilà, bah si, bah, ça veut dire que je l'ai là. Je crois que c'est le premier que j'ai avec moi, là. Oui, vous êtes inconséquent, rétrograde, bigot, vous avez sacrifié la planète, affamé le tiers-monde. En 80 ans, vous avez fait disparaître la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les poissons. Il y a 50 milliards de poulets élevés en batterie chaque année dans le monde et les gens crèvent de faim. Historiquement, vous êtes la pire génération de l'humanité. Et je crois qu'elle rajoute, et en plus, vous vivez vieux. Et en fait, c'est OK Boomer, en fait. C'est le truc de pourquoi on parle de génération Boomer maintenant. C'est qu'il y a un truc générationnel qui n'est pas juste l'âge, et il y a une contradiction entre la nouvelle génération et cette génération-là, qui pourtant, en plus, là, les trois, c'est des mecs très à gauche, militants. Enfin, même si Mimile, c'est pas forcément Non, ils sont Mimi, un il peu. est pas militant. Il est mi-militant à un moment. Il Mais, est militant à un moment ouais. donné. Mais c'est pas des.
Ils seraient considérés comme plutôt progressistes dans leurs idées maintenant, mais ils sont quand même pétris des contradictions de leur génération. Ouais. Alors, eux, techniquement, ils ne sont pas boomers parce qu'ils sont nés avant la guerre. Ah oui, c'est vrai. Quand toute cette histoire est arrivée sur les hockey boomers, etc., c'est vrai que cette scène des vieux fourneaux a vachement circulé. Il y avait même Greenpeace qui l'avait fait tourner, Libé aussi, je crois, etc. Et euh, c'était vrai sans être vrai, et en même parce que justement, eux, ils sont de la génération d'avant. Et précisément, avec Paul, on avait choisi cette génération parce qu'on trouvait qu'elle avait une place à part dans l'histoire de l'humanité, parce que, mais vraiment de l'humanité, quoi. Parce que, en fait, pour cette génération-là, donc nos personnages sont nés, on va dire, en 35 à peu près, tu vois, contractuellement. Euh, Bah, en fait, ils sont nés à l'époque où on labourait avec des vaches et tu vois, les premiers tracteurs ça, viennent après la guerre en fait et les premiers Hmm. tracteurs en France c'est 55. Donc en fait, il faut bien s'imaginer que eux, pendant quasiment 20 ans, ils vivent vraiment dans le monde encore d'avant quoi. Et, euh, et c'est une génération qui ensuite se mange une accélération technologique complètement folle. On va inventer les médias, la génétique, qu'est-ce que je saurais, on va aller sur la Lune, enfin, ça n'a pas de fin, quoi, si tu veux. C'est une génération qui s'est mangé une accélération civilisationnelle folle et, et qui va en plus avec une accélération des mœurs. Euh, qui est dingue aussi, quoi. Et aujourd'hui, ils sont toujours là, à passer leurs doigts sur des téléphones, à accepter l'idée que des hommes trans soient élus, que c'est quand même assez fou, tu vois, ce qu'on leur demande Oui, il d'accepter. n'y a pas que la technologie, il y a aussi toutes les évolutions Il y a sociales. tout, il y a voilà, les fake news et compagnie et compagnie. C'est quand même assez dingue, quoi, cette génération. Et en même temps, pointer une génération, ça n'a pas grand sens. C'est évidemment, on fait ça pour grossir le trait en bande dessinée. C'est juste que ce qui nous paraissait fou, dans leur cas, c'est ce côté victime et bourreau euh, euh, d'une époque, en fait. Et, et notre sujet principal, ouais, c'était celui de la transmission et du regard que peut porter une génération sur l'autre. Et donc, effectivement, la nouvelle génération, incarnée par le personnage de Sophie, porte un droit de regard sur eux, quoi. Elle se retourne en disant, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Mais eux aussi portent un regard sur cette génération en disant, mais qu'est-ce que vous foutez? Et qui est réjouissant de notre point de vue. Ouais. Oui, oui, parce qu'en plus, là, je prends ce passage-là parce que ça me fait toujours rire. Enfin, comment ça. C'est des trucs qui se sont retrouvés dans le débat public aussi, dans le. En gros, l'enjeu politique du décalage générationnel, mais là, c'est un moment où ils en prennent plein la gueule, mais c'est quand même, le reste du temps, ils sont quand même formidables, quoi. Enfin, il y a des moments, alors, comme tu dis, ils sont pétris de contradictions, mais c'est pas du tout juste des vieux cons, et puis en plus, voilà, c'est des gens c'est des prolos, c'est des gens qui ont vécu des choses assez incroyables, qui se sont battus toute leur vie aussi, c'est pas n'importe quel, c'est pas juste des retraités pantouflards qui regardent TF1, quoi. Là, les Oui, personnages, c'est pas ils sont admirables aussi par bien des aspects, quoi. oui, oui, c'est pas le retraité américain qui a tout son fric dans un fonds de pension. Non, c'est vraiment pas ça. En fait, ils essaient de ne pas être des vieux cons. C'est assez difficile. Euh, Déjà, quand tu as fait des trucs, en fait, l'un des thèmes de la série, c'est ça, c'est qu'en fait, en, en, en te bagarrant, en t'agitant, en essayant euh, de te démerder avec ton époque, comme l'époque change et qu'elle te met des coups et que tu lui en rends, etc. Euh, Tu vieillis avec tout ça et c'est très compliqué d'assumer tout ce que tu as été, tout ce que tu as pu dire, tout ce que tu as pu faire, etc. Et en fait, tu es forcément à un moment donné le gros con d'un autre. Ça me paraît inévitable. Euh,
nous, quand on a commencé à réfléchir sur ce projet-là, avec Paul Coé, le dessinateur brillant de cette série, citons-le, Oui. euh, euh, Comment ça se prononce d'ailleurs, Koei? Du coup, comme. Coé, Ok, parce qu'il y a deux U et je me suis toujours posé la question comment ça se. c'est un original, hein, vous savez, Paul Coé. Ok. Il est partout. À l'époque, quand on a commencé à travailler sur ce projet, on avait, c'était un peu un hasard, mais dans l'actualité, il y avait trois types qui venaient de sortir des bouquins qui étaient un peu dans l'actu. C'était Stéphane Hessel qui venait de publier Indignez-vous. Et il avait déjà, si ma mémoire est bonne, 91 ans quand il a publié ce bouquin, qui disait en gros, c'était au début des années 2010, là, où il disait aux jeunes, mais trouvez-vous quelque part matière à vous indigner et à vous... Trouvez-vous un combat, mais battez-vous. Euh, Parce que cette société n'attend qu'une chose, c'est que vous restiez dans votre canapé à consommer, en fait, à jouir. Mais voilà. Et il y avait Michel Serres, le philosophe aussi, qui avait passé les 70 ballets, qui venait de publier un de ses bouquins qui s'appelle Petite Poussette, qui parle de la génération, qui parlait de la génération des téléphones portables, qui n'étaient pas encore smart à l'époque, si ma mémoire est bonne. Et il parlait donc de ces jeunes qui tapaient très très vite avec leurs pouces sur des claviers. Et pour lui, il disait, faut pas du tout avoir peur de cette génération, c'est super, c'est une génération incroyable. Alors que à l'époque, justement, on, il y avait énormément d'articles sur les peurs de toutes ces nouvelles technologies, etc. Et nous, ça nous avait marqué que ce soit un mec de presque 80 balais qui vienne dire non, non, cette génération de, de gamins de 15 ans qui sont toujours sur leur téléphone, etc., ils vont faire des trucs chouettes. Ils ont des capacités qu'on n'avait pas. Et, euh, et enfin, il y avait Edgar Morin, pas tout jeune lui non plus, qui venait de publier La Voix, qui est qui est une espèce de manifeste euh, d'une possible trajectoire à gauche qui, moi, m'avait paru totalement limpide à l'époque. Et voilà. Et c'était trois personnages qui nous ont clairement indiqué la voie en disant, mais contre toute attente, en fait, il y a, il y a, il y a un vent, il y a un vent de révolte et de foi en l'avenir chez des mecs là qui ont tous passé 75 ans et, et c'était quand même assez réjouissant à entendre quoi. Avant de te reposer, j'ai des petites questions sur le chat. Et il y a un petit, c'est pas une question, il y a un petit message sur le chat qui dit bonjour, juste pour dire que cette série, donc toujours les vieux fourneaux, a beaucoup aidé ma mère avec sa dépendance due à Parkinson. Donc méga love sur Wilfried. Voilà, donc je te transmets ça. Dit pardon. Je suis hyper ravi de ça, Voilà. vraiment. Il rajoute, mais c'est une boumeuse, mais c'est aussi une grande fan. Donc, donc voilà, donc en tout cas, merci pour ce message, très gentil. Et oui, en fait, c'est marrant parce que moi, c'est un truc dont je parle assez souvent. Alors que bon, on n'a pas tout à fait le même âge, mais moi j'ai 35 ans et je vois aussi les gens un peu plus jeunes, comment dire, toute la nouvelle génération qui justement essaie de se battre ou sait pas trop comment se battre et au-delà justement de juste cette contradiction qu'il y a avec la génération enfin de deux générations au-dessus en fait, qu'on voit dans tout ce truc de boomer, dire juste rien que le fait de dire les boomers maintenant, il y a ça, mais en fait il y a aussi paradoxalement, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a ça dans ta BD, euh, une jonction en fait qui se fait, et j'ai un peu l'impression que c'est là où se passent les choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions énormes, voire un conflit entre ces générations-là, mais en fait il y a aussi des jonctions qui se font entre justement ces vieux boomers un peu, alors, qui sont peut-être un peu réac des fois sur certains trucs, mais qui sont des gens qui se sont battus et qui toute leur vie ont essayé de défendre des choses, et une nouvelle génération qui veut se battre peut-être un peu différemment et tirer aussi les conclusions. Mais moi je le vois, je le vois souvent avec, tu vois, pourquoi tous les politiciens un peu
populaire chez les jeunes à gauche, dans beaucoup de pays occidentaux, c'est des vieux. C'est Bernie Sanders, tu vois. C'est Jeremy Corbyn. C'est même Mélenchon d'une certaine façon, tu vois. T'as un petit peu ça. Il y a une nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui se retrouve dans des, tu vois, des vieux qui sont peut-être un peu ringards, qui sont peut-être un peu ça, mais qui se sont battus toute leur vie et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là et que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça dans les vieux fourneaux aussi, quoi. Ouais, ouais, il y a de ça. Bah oui, parce un pédigré, c'est quand même pas mal, tu vois. Euh, Quand tu regardes effectivement le pédigré de mecs comme Bernie Sanders, etc., c'est quand même pas dégueu, tu vois. Ah bah oui, oui. Tu vois que le mec derrière, il est cohérent, tu vois qu'il y a une vie. Mais là encore, par contre, il ne faut pas forcément y rechercher une perfection, tu vois, le truc sans tâche, le truc. Euh, parce qu'une vie, c'est jamais comme ça. Mais effectivement, c'est intéressant. Moi, j'ai été. Quand je suis allé la première fois à Notre-Dame-des-Landes, justement, c'était pour participer à une discussion qui portait là-dessus, sur le côté intergénérationnel des luttes. Parce que s'il y avait bien un endroit justement où ça avait lieu, c'était à Notre-Dame-des-Landes. Tu avais à la fois de vieux agriculteurs qui étaient là depuis toujours, pas du tout politisés, pas du tout, c'était pas de dangereux agitateurs politiques, c'était juste des mecs qui étaient nés là, qui pensaient mourir là, qui voulaient élever leurs vaches ou cultiver leurs champs, etc. à cet endroit-là. Et tout à coup, on vient leur dire, bah non, toi tu dégages parce qu'on va faire un aéroport. Et ils ont dit non. Et, et tout à coup, plein de gens sont venus les aider, y compris de leur point de vue, des gens totalement étranges, avec des cheveux verts et des piercings dans les yeux, et tu vois, qui les ont vraiment traumatisés hein, d'un point de vue du mode de vie. Oui, oui. Et chacun a dû beaucoup, mais vraiment beaucoup, à Notre-Dame-des-Landes, apprendre de l'autre. Hein. Mais ça a eu lieu. Et chacun. Et il y a des petits jeunes de 20 ans qui ont écouté des mecs de 70 leur dire eh ben nous, à l'époque, on avait fait des manifs et voilà comment on s'y prenait, voilà comment on faisait, voilà comment on avait barricadé le secteur, voilà comment tu peux faire un lance-pierre tout à fait réjouissant avec un. Tu vois, il y avait des échanges de techniques aussi. Ouais. Euh, et, et de savoir-faire. Voilà. Et, euh, et ça, effectivement, dans les vieux fourneaux, on a envie de le montrer. Ouais. Et c'est vrai qu'on passe un petit peu par-dessus, justement, la génération qui est plus, pour le coup, celle de mes parents. Euh, Moi, mes deux parents sont nés en 50. Et c'était plus vraiment, tu vois, la génération qui a traversé les 30 glorieuses avec le sourire des ravis de la crèche, quoi, tu vois, parce qu'il y avait zéro problème, tu vois, il y avait zéro problème à consommer, tu vois, ils avaient bénéficié d'un peu de toutes les avancées, tu vois, cette génération qui a eu 20 ans après 68, le truc était fait, quoi, tu vois. Oui, et puis qu'il y avait aussi tous les acquis sociaux, enfin, la Ouais, sécu, les retraites. populaire, etc. Tu vois, il y avait déjà tout ça dans les escarcelles, il n'y avait plus qu'à jouir, quoi, tu vois. Et cette génération-là, on passe un peu par-dessus. Là encore, de manière totalement injuste. Il y a des super combattants là-dedans, etc. On ne va pas le nier. Hein. On peut jamais aborder toute une génération d'un bloc comme ça. Mais oui, ça nous paraissait intéressant de passer par-dessus cette génération-là et d'avoir la génération de ceux qui étaient là avant cette accélération civilisationnelle et qui l'a un petit peu à la fois créé, accompagné, impulsé, pris dans la gueule, voilà, perdu le contrôle, et la génération de ceux qui naissent avec, en n'ayant rien demandé, à qui on dit ben voilà, ta vie, ça va être méga chaud parce que en fait, on va dans le mur et on voit pas très très bien comment inverser ça. Euh,
Mais par contre, voilà encore plein de trucs pour consommer et kiffer. Euh, Tu vois, c'était les deux bouts d'un truc qui nous paraissait hyper intéressant à mettre main dans la main, quoi. Avant de te libérer, si tu veux bien, je te refais remonter deux, trois petites questions. Donc, il y en a deux qui sont liées, je pense. C'est ton droit de regard, en fait, déjà sur la BD, tu vois, sur ces sujets-là. Est-ce que l'éditeur, tu vas peut-être pas dire du mal de ton éditeur à l'antenne, mais est-ce que ça peut être bloquant pour un éditeur d'aborder des sujets un peu d'actualité comme ça, tu vois, où tu as des petits vieux qui font des croche-pattes volontairement à des flics, tout ça. Et aussi, il y a la question du film, parce qu'il y a eu une adaptation en long métrage. Et est-ce que tu as eu un droit de regard dessus? Je crois même que tu étais au scénario, en fait, du film Ouais. de mémoire. Et si tu peux en parler, parce que c'est pareil au cinéma, ces sujets-là, est-ce qu'on peut les faire passer de la même façon? C'est plus dur au cinéma qu'en bande dessinée, hein. Franchement, j'ai rarement des remarques sur le contenu du scénario de la part de mes éditeurs, dès l'instant que ce que je raconte est, comme on le disait tout à l'heure, argumenté, etc., etc. C'est, ça m'est quasiment jamais arrivé. J'ai eu parfois des petites remarques, mais je les ai balayées. Enfin, on m'a pas. Et de toute manière, on n'a pas des rapports conflictuels sur ces sujets-là avec les éditeurs en bande dessinée. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas. On peut avoir des conversations. Ils peuvent me dire, est-ce que tu crois pas que? Mais ils m'imposent jamais. Tu vois, c'est une conversation. Et c'est normal qu'on ait une conversation. Il signe l'album, il engage son nom. Tu vois, euh, je me rappelle notamment dans un des albums des Vieux Fourneaux, euh, je dis que, tu sais, ils ont piqué des costumes Hugo Boss pour habiller des Oui, migrants. oui, oui. Et Fanfan dit Hugo Boss a habillé les nazis, il peut bien nous filer quelques costards. Et ça les avait fait transpirer, tu vois, à l'époque, quand j'ai écrit. Ouais, ouais. Je crois vraiment qu'on peut écrire ça, est-ce qu'on va pas se manger un gros procès dans la gueule? Et, mais donc, en fait, bah, je leur ai apporté toute la documentation nécessaire pour qu'ils soient convaincus qu'on pouvait totalement écrire ça. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est normal. C'est des discussions normales qu'on a. Tu vois, l'éditeur, il ne va pas te laisser raconter n'importe quoi dans des albums qui engagent par ailleurs sa crédibilité, sa responsabilité, etc., etc. Voilà. Euh, Jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis avec ça. Au cinéma, c'est un peu plus compliqué parce qu'au cinéma, beaucoup de gens interviennent sur ce que tu veux raconter. Et parmi ces gens-là, il y en a beaucoup que tu rencontres pas. Il y en a beaucoup, tu sais même pas vraiment qui c'est. Et on te fait redescendre des critiques, tu sais pas vraiment par qui elles ont été formulées et tu sais pas vraiment non plus pour quelles raisons elles ont été formulées. Euh, Donc, c'est parfois un petit peu plus compliqué à gérer et tu es un petit peu plus obligé de défendre ton scénario euh, un petit peu comme une forteresse assiégée, tu vois. C'est d'ailleurs assez épuisant. Enfin, moi, franchement, je préfère de loin écrire pour la bande dessinée que pour le cinéma de ce point de vue-là. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect enfin, qui fait que tu peux te permettre de dire, enfin vous avec le dessinateur, ce que vous avez envie de dire, c'est qu'il y a un truc que je trouve intéressant dans le ton, c'est aussi il y a quand même une complexité qui manque parfois à certains points de vue. Tu montres vraiment pas mal de points de vue différents. Par exemple, là, je prenais l'exemple de Pierrot, il met des croche-pattes aux flics, il fait des blagues à cab et tout. Donc, enfin, il est assez bourrin. Mais vous avez quand même, par exemple, un petit arc narratif à un moment où il est confronté à une flic qui est une ancienne de gamine dont il s'occupait quand il était éduc. Et qui, du coup, et il est, Devenu flic. Ouais. ouais, qui est devenu flic. Et du coup, il est emmerdé parce que déjà, il lui dit, ah, c'est grâce à vous que je m'en suis sorti, donc il est un peu dégoûté. Mais du coup, ça Devant met. ses potes, il dit ça devant ses potes, Ouais. c'est là. Oui, c'est la honte. Et en même temps,
c'est intéressant parce que est-ce que c'est pas aussi ça qui permet d'avoir un discours un peu radical, c'est de montrer que c'est et radical et en même temps assez nuancé. C'est-à-dire que ça se voit que Pierrot, il est bien obligé de comprendre que bon, il est là à cab tout le temps, mais bah, c'est plus compliqué quand tu es face à certaines réalités spécifiques. Et Tout est plus compliqué quand tu es face aux gens, quand tu es face à ton histoire, ton passé. Celui qui comprend pas ça, tu vois, c'est dommage, quoi. Enfin, il se prépare des jours compliqués. Euh, on n'est pas des robots, en fait, et on n'est pas des robots idéologiques. Tu peux pas mener ta vie, enfin, certains le font, hein, je suppose que c'est même probablement ce qu'on appelle la radicalité. Peut-être que certains y arrivent. Euh, Moi, en tout cas, c'est pas mon cas et j'ai eu, euh, j'ai eu très souvent des amitiés paradoxales, même sans parler d'amitié, mais des accointances ou des connaissances euh, paradoxales. Je veux dire paradoxales pour la personne que je suis, ce que je pense, etc. Il y a, En fait, on essaie, nous, de faire remonter dans la bande dessinée ça en permanence, ce côté euh, bricolage au quotidien. Tu vois, tu construis ton petit mécano au quotidien sans avoir forcément un plan préconçu. Tu vois à peu près ce que tu voudrais faire, mais tu vois, c'est le quotidien qui va décider de tout ça. Et on a l'impression que c'est comme ça qu'on raconte des histoires humaines, en fait, sans que ça soit hyper donneur de leçons, sans que ça soit hyper culpabilisant. Parce que c'est ce qu'on voulait surtout pas faire, en fait, avec Paul, c'est de produire de la BD idéologique culpabilisante, en fait, ce qui serait une connerie. oui, oui, mais d'ailleurs, enfin, moi justement, j'appellerais pas ça de la radicalité, le fait d'être je sais pas ce qu'il faudrait dire sectaire ou quoi, mais effectivement, je trouve que c'est intéressant de voir qu'on peut, et surtout pour des œuvres de fiction, parce que quel est l'intérêt d'une œuvre de fiction qui a aucune nuance, qui montre pas différentes complexités, différents points de vue, et ça empêche pas d'avoir des positions à part qui sont les tiennes, même publiquement, parce qu'il me semble que, enfin, je prends cet exemple-là, il me semble que tu as refusé, c'était quoi la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres? Oui, c'est Oui, ça. donc, enfin, ou pour des raisons politiques. Donc, ça t'empêche pas, par ailleurs, de prendre des positions fermes. Oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, elle est remise par un gouvernement, ce que tu comprends pas vraiment. Enfin, tu vois, c'est le ministre de la Culture qui te remet ça. Et en fait, du coup, moi, je trouve que ça prend une charge symbolique qui est que c'est un ministre du gouvernement Macron qui t'élève au rang de chevalier, etc. Ce qui me paraissait très, très con. Voilà. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec les vieux fourneaux. C'est marrant parce que j'ai vu un film qui m'a fait penser à ça il y a quelque temps. Euh, c'est Tout simplement noir Ah, euh, je l'ai pas vu, ouais, je vois ce que c'est. de Jean-Pascal Zadi. J'ai retrouvé ce truc que je trouve hyper drôle dans son film, euh, où le mec se présente comme un gars qui veut monter une marche des Noirs et, il présente en réalité toutes les contradictions euh, au sein d'une communauté où en réalité il montre toutes les variations, toutes les disparités dans cette communauté et toutes les contradictions qui lui-même le traversent par rapport à ses propres convictions, etc. Et j'ai trouvé que justement ça rendait le truc à la fois hyper instructif. J'ai appris plein de trucs dans son film et complètement humain, c'est-à-dire que le mec est en permanence en train de merdoyer en direct et se prend les pieds dans le tapis de son propre discours politique en permanence. Et donc, il y a un niveau d'autodérision qui permet de faire véritablement avancer le débat, de dépassionner le débat. Et j'ai trouvé
ce type très doué. Ok, très bien. Je vais te laisser tranquille. Je crois que pour les questions, c'était bon. Si, il y a quand même quelqu'un qui faisait remarquer que sa fille préférait évidemment Le Loup en slip, qui est, alors pour les gens qui connaîtraient pas, qui est un spin-off en fait Quelqu'un de goût, probablement. voilà, voilà, qui est un spin-off, mais du coup adressé aux enfants, ce qui fait qu'en fait vous faites encore la génération d'après avec Le Loup en slip, parce qu'en fait c'est le théâtre ça vient du personnage de la marionnettiste Oui, dans Les Vieux Fourneaux. ça vient de ce petit camion, ça vient de ce petit Voilà. camion du théâtre itinérant de Sophie, là. Voilà. Et c'est devenu une série, alors pour les enfants, mais pour les enfants et leurs parents, parce on aime bien, on aime bien l'idée que c'est quand même un moment de lecture partagée. En fait, c'est quand même un truc qu'on lit en famille, Le Loup en slip. Et donc, il y a des bêtises pour les enfants et des thématiques politiques ramenées à l'univers des enfants, en quelque sorte. Et puis, il y a des petites gourmandises et des petites friandises pour les parents qui lisent ça aussi et qui peuvent se marrer avec des doubles niveaux de lecture et des trucs comme ça. Ok, bah très bien, très bien. Bah, je te remercie encore pour le temps que tu nous as accordé. Avec grand Je te plaisir. dis à l'occasion, sans problème. Je vais rester 5 minutes avec les gens, moi, de mon côté, puis on va aller raid quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire, on va partir sur une autre chaîne. En tout cas, ben, merci beaucoup pour ce que tu fais, puis merci d'avoir répondu honnêtement à toutes ces questions décousues et variées. Et voilà, et du coup, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, peut-être, ou... Bah non, on était combien? Je veux savoir combien on était. Je dirais, là, on est 230, on était entre 200 250, je pense, hein, en permanence. Tu sais, c'est comme le dit Matt, c'est du constant, donc il y a sans doute plus de gens qui sont passés entre les deux, mais je crois qu'on était assez constant là-dessus, et les gens te disent merci Ah bah, les pour, gens sont... pour Je leur dis l'entretien. merci aussi d'être restés avec nous. Bah oui, oui, c'est vrai, mais merci à vous. Et tu m'avais demandé s'ils étaient gentils, ils ont été très très Ouais, ils ont gentils, été tu vois. gentils, Ils ont ils été avaient été vraiment gentils aussi. adorables, de fins connaisseurs. Ouais. Et très bonne soirée à toi, et à l'occasion. Bye bye.